donc le but de ce webinaire, c'est de vous présenter les principes clés, et donc également de répondre à toutes vos questions au fur et à mesure du webinaire. Alors, au programme, donc je parle 5 minutes, enfin très rapidement de la prospection traditionnelle pour faire un comparatif ensuite entre ce qui est traditionnel et le cold mailing. Donc ensuite je vous parle du cold mailing, de ses principes clés, et effectivement il y a un côté RGPD. Alors au niveau de la prospection aujourd'hui, les formes traditionnelles de prospection, je les ai recensées aujourd'hui sous 6 points. Le premier, et c'est effectivement une grosse partie aujourd'hui des PME françaises, parce qu'il faut savoir que les PME françaises, leur façon de prospecter, c'est pour ça que je la trouve assez archaïque. Aujourd'hui, on est assez en retard sur d'autres pays, notamment aux États-Unis, d'où provient cette méthode de cold mailing. Donc il y a le cold call. Justement, j'ai passé une grosse partie, moi, quand j'ai commencé chez Altaïs, où je faisais entre 80 à 100 appels par jour. C'était assez fastidieux. On se prend beaucoup de portes, et en termes de ROI, on n'est pas dans de très bons taux. On a aussi tout ce qui est achat de base, de prospects, de leads. La problématique sur ce point-là, c'est que une base, ça vit, et donc ça bouge tout le temps. Et la problématique quand on achète une base, souvent quand on l'achète, elle est déjà dépassée. Donc il y a un tel qui n'est plus directeur financier, il passe, je sais pas, directeur juridique dans une autre boîte. Enfin, c'est vraiment, ça bouge tout le temps. Puis, bien évidemment, il y a tout ce qui est salon, événements. Moi, le Covid, c'est un peu plus compliqué. Après, bien sûr, il y a tout ce qui est distribution plaquettes, porte à porte. C'est un peu dépassé aujourd'hui, ce système-là. Et il y a bien évidemment l'envoi en masse de mailing, qui est plus pour de la newsletter. Je ne sais pas si tout le monde vous connaissez un peu tous ces points-là, mais les désavantages, les principaux désavantages de la prospection traditionnelle, c'est extrêmement chronophage. Le ROI, comme je l'ai dit, le temps qu'on passe et les retours sur investissement qu'on a, ils sont souvent pas très bons. Moi, quand j'appelais, je faisais sur 100 appels, j'arrivais à avoir 1 ou 2 rendez-vous de prospects, ce qui est un bon taux, moi, sur mon domaine, parce que je suis dans les ERP, donc tout ce qui est logiciel de gestion de Cegid, ce qui est un très bon taux, mais vu le temps qu'on passe et le retour sur investissement, je trouve qu'on n'y est pas. C'est très onéreux également, parce que il y a le temps qu'on va passer humain, mais également tout ce qui est achat de base, etc. C'est quand même quelque chose qui va coûter très cher. Et la problématique quand on est sur du cold call, par exemple, c'est souvent impersonnel, on va appeler quelqu'un qu'on connaît pas, et ça va être assez intrusif. Et donc voilà, si je vous disais aujourd'hui, on pouvait faire mieux en moins de temps et moins cher. Et donc c'est le but aujourd'hui de ce webinaire, c'est de vous parler du cold mailing. Alors je ne sais pas si vous connaissez un peu, dites-moi dans le chat si vous connaissez c'est quoi le cold mailing. N'hésitez pas à dire oui, non, si vous en avez en tout cas déjà entendu parler. Donc le cold mailing, de quoi on parle? En fait, c'est... Alors attends, oui. je te fais juste le petit retour si ça ne te dérange pas. On a plusieurs oui, et on a aussi du non. Donc si tu veux aller un peu plus en profondeur sur le sujet, n'hésite pas. Yes. Okay. De toute façon, j'en parle justement de quoi on parle. Donc le cold mailing, donc comme je vous dis, ça vient d'une méthode qui provient des États-Unis, d'outre-Atlantique. Ça commence à se démocratiser en France, mais ça reste encore très marginal en France. Aux États-Unis, on l'a ça depuis quelques années. Et en France, effectivement, on a un petit peu de retard, mais ça commence à se démocratiser, même si je trouve que sur mes confrères, certains le font mal et du coup, ça porte une mauvaise image. Mais en tout cas, de quoi on parle? Si on le traduit littéralement, le cold mailing, c'est un envoi de mail à froid à une personne que l'on ne connaît pas. Et la spécificité du cold mailing, c'est quoi? C'est tout simplement de donner l'impression que le mail que l'on a écrit, en fait, il va être envoyé déjà à plusieurs personnes, mais il faut que ça donne l'impression que la personne, le message qu'il reçoit, il a été écrit spécifiquement pour lui. Et c'est là la difficulté du cold mailing.
À contrario, effectivement, du newsletter où ça va être impersonnel et on sait que ça n'a pas été écrit spécifiquement pour nous. Est-ce que j'ai été clair? Dites-nous dans le chat si c'est assez clair. Sinon, on revient effectivement sur cette notion. Contact à froid, mais de manière plus personnelle. Ok. Ouais. J'ai plutôt du oui, là. Okay, tu as été super. bon, Rome. On te garde. Super. Donc, le cold mailing, c'est avant tout un levier B2B. Hein. Pourquoi? Je vous l'explique, parce que le principe de contacter une personne, un prospect à froid, c'est vrai que la difficulté dans une approche B2C, c'est que voilà, on a tous eu des appels le soir de Free, de SFR, de pas mal d'entreprises. Et ce qui se passe dans le meilleur des cas, c'est qu'on le remercie gentiment que non, on n'est pas intéressé. Dans la plupart des cas, on l'envoie balader. Et pourquoi en fait? C'est parce que on a le sentiment que la personne rentre dans notre vie personnelle et c'est vraiment intrusif. Alors que voilà, sur une approche B2B, donc sur les professionnels, voilà, la prospection commerciale est quand même mieux tolérée et quand même beaucoup plus répandue et pratiquée, bien évidemment. Et parmi toutes les méthodes de prospection, voilà, celle du cold mailing, en tout cas pour moi, c'est celle qui est la moins intrusive. Parce que voilà, même si on reçoit un mail qu'on n'a pas demandé, hein, le destinataire, lui, il est libre de choisir à quel moment il veut ouvrir ou pas le mail, et surtout également, il a le choix de répondre ou pas à ce mail. Et donc voilà, on laisse vraiment un grand confort sur de nous répondre ou pas, et donc la démarche est de ce fait moins agressive. Ram, j'ai déjà plusieurs questions. Je te laisse juste un peu avancer pour voir si tu y réponds. Mais j'ai déjà une première question sur, on parle de quoi comme cold mailing aujourd'hui? On parle du qualitatif personnalisé sur moins de 1000 mails ou on parle de très gros quanti sur plus de 100 000? Non. Alors, il y a 3-4 ans, envoyer 2000 mails, 3000 mails, ça pouvait marcher. Aujourd'hui, on est vraiment sur de l'hyper spécialisation, personnalisation du mailing. En gros, c'est 100, 200 grand maximum de mailing. Okay. On a une deuxième question de Eric qui dit: comment associe-t-on le cold mailing, message personnalisé, et le mailing de masse? J'avoue que j'ai pas trop compris la question. Si toi tu arrives à la comprendre, Ron. Non, j'ai pas très bien compris la question. Eric, si vous pouvez effectivement nous en dire un peu plus, ça serait super. Je te laisse continuer, Rome, et puis je reviendrai sur cette question. D'accord. Alors, les avantages du cold mailing, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un gain de temps énorme, parce que on va pouvoir contacter des dizaines et des centaines de prospects de façon automatique. Et du coup, on va pas perdre de temps à échanger avec des personnes qui ne sont pas intéressées par nos produits, par nos services. Et surtout, en fait, demain, on peut mettre en place également une stratégie pour les personnes qui ne sont pas intéressées, ou aujourd'hui ne sont pas intéressées, mais demain ils seront intéressés. Et ça sera peut-être dans un autre webinaire qu'on pourra vous présenter comment on peut faire ça. C'est une méthode qui est peu onéreuse. Hein. Il faut savoir que voilà, il faut juste un peu de temps de paramétrage, d'écriture des messages et du persona. Mais hormis ça et un coût logiciel, il faut compter un peu moins de 300 € par mois pour mettre en place cette automatisation-là avec les logiciels. C'est une méthode, comme je l'ai dit, c'est la méthode la moins intrusive parmi les méthodes de prospection. Voilà, parce qu'un email, ça dérange toujours moins qu'un appel, tout simplement. Et je trouve que pour moi, il n'y a pas plus puissant comme méthode, parce qu'une fois qu'on a automatisé notre séquence, et en fait, nos emails, nos messages, nos relances sont envoyés de façon automatique. Et donc, on se consacre uniquement ensuite au closing derrière et à nos clients. Le désavantage, effectivement, de cette méthode-là, par contre, il faut bien que je vous en parle, c'est que si c'est mal utilisé, c'est un outil qui est très puissant, mais si c'est très mal utilisé, la conséquence, c'est que ça donne une mauvaise image de l'entreprise
et surtout, du coup, on perd le prospect. Enfin, je pense que vous avez dû tous recevoir des messages sur LinkedIn où une personne que vous connaissez pas vous envoie un message pour dire bonjour, je suis machin, je vends ça. Et ça, c'est une méthode qui je pense, en rebute plus d'un. Enfin, dites-moi si finalement dans le chat vous avez déjà reçu pas mal de messages, que ce soit mail ou message LinkedIn de gens qui essaient de vous vendre de vos produits, de ces produits. Sur du cold mailing, une bonne stratégie, il faut que ça réponde à 2 critères qui sont le taux d'ouverture, il faut qu'il soit supérieur à 60%, et un taux de réponse de l'ordre de plus de 25%. Là, c'est vraiment qu'on atteint. Chez moi, Jérôme qui a bloqué. Oui. Dis-moi. Est-ce que vous avez aussi le blocage ou pas, ou c'est que moi? Peut-être que j'ai une saute d'Internet, je suis désolé. Et en même temps, j'avais une question pour toi. Oui, ça a bloqué, effectivement, Rome, tu as bloqué pendant à peu près 10 secondes. J'avais juste une question pour toi. Effectivement, est-ce qu'il s'agit de ce qu'on appelle le tunnel de vente aux USA, ce que tu parlais juste avant, ou pas du tout? Ou tunnel marketing? Le funnel marketing? Ouais. Non, c'est différent, mais moi je l'utilise personnellement. En fait, le funnel marketing, c'est plus un entonnoir qu'on utilise. On va mettre en place différentes stratégies pour mettre le client, le prospect, à conclure une vente. C'est ça le funnel marketing. Ok. J'avais juste aussi une petite intervention de William qui disait perso, il a du massif et de temps en temps, il a effectivement des tunnels de vente assez proprement faits. Donc, je pense qu'il est sur du quanti et du quali en même temps. Soit dit en passant, qu'il y a aussi une autre stratégie. Ça dépend vraiment, je pense que ça dépend aussi du produit qu'on peut avoir, ou ça dépend aussi du service qu'on peut avoir. Je remets aussi un positionnement. Rome, tu me reprends si je me trompe, mais Rome, tu es spécialisé en B2B et non pas B2C. Mais ce que tu vas nous apporter comme information à la suite peut être ça peut être effectivement diversifié sur du B2C, mais ça ne sera pas le même style de message. Ouais, c'est pas le même style de message. Alors, moi, je suis pas du tout expert dans le B2C. Je serais pas pertinent. Je sais que je serais pas pertinent moi aujourd'hui sur du B2C. Enfin, je sais faire que du B2B moi aujourd'hui. Ok. J'avais Mireille qui disait quel logiciel vous utilisez, un autorépondeur. Je sais pas trop, j'avoue ce que c'est un autorépondeur, j'en ai jamais utilisé. Mais Mireille, si par exemple sur les outils qu'on utilise pour le call mailing, ça va venir après. Si c'est par rapport à une autre question, n'hésite pas à me remettre un peu plus d'informations. Exactement. Ok. Ouais, j'en parle juste après, ouais. Ok. Je te laisse avancer. Hein. Ok. Qu'est-ce que vous voyez là Est-ce que vous voyez qu'est-ce que vous voyez sur l'écran là? Parce que si c'est affiché. Une bonne stratégie de call mailing. Okay. Alors, en pratique, comment ça se passe? En fait, pour mettre en place une bonne stratégie de call mailing, ça va passer par plusieurs étapes. La plus importante, c'est le persona. Alors, le persona, qu'est-ce que c'est? C'est notre client idéal. Donc, le premier défi avant d'écrire les messages, les séquences, c'est déjà de penser à notre accroche, de trouver notre public cible. Et pour ça, en fait, tout simplement, il y a une méthode, il y a plusieurs méthodes, mais l'idéal, c'est de pouvoir interroger nos clients. Si vous avez déjà des clients, donc de savoir qu'est-ce qu'ils aiment, pourquoi ils ont voulu travailler avec vous, qu'est-ce que nos solutions ont apporté, qu'est-ce qu'ils ont résolu par rapport à leurs problématiques. C'est vraiment de comprendre notre client, de pourquoi il nous a choisi, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, et aussi d'analyser son marché. Hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez des concurrents, pourquoi il n'a pas choisi ce concurrent-là, donc comprendre les faiblesses des concurrents. Et moi, personnellement, pour pouvoir faire ce persona, j'utilise ce fichier-là, où effectivement, je dis, Mathieu, il est président, il a entre 40 et 50 ans. Sur LinkedIn, il a le statut de président. Il aime bien tout ce qui est digital. Est-ce qu'il a une connaissance dans le digital qui est forte, faible? Voilà, c'est un fichier que j'utilise personnellement, moi, pour mes propres personas.
Si vous avez des questions sur le persona, n'hésitez pas. Il y avait une question, est-ce que tu as des exemples de persona, si c'est pas privé? Là, tout de suite, j'en ai pas. Alors, je vous invite à aller lui en parler en privé sur LinkedIn parce que je pense que ça peut Ouais, ça répondre sera mieux, ouais. effectivement. Pour information, et je pense pour ceux qui connaissent un peu le cold mailing pourront peut-être approuver et confirmer ce que je veux dire, ce genre de tableau est très rare et plutôt très pertinent pour faciliter la connaissance de notre persona. J'avoue que pour en avoir, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis un peu dans ce domaine, et ce genre de tableau est très très bon. C'est le genre de question type à se poser comme question pour personnaliser notre message. C'est toujours le persona pour personnaliser notre message. C'est-à-dire, je comprends pas la question, William. Excuse-moi. Donc voilà, Rome, je vous invite à aller lui parler sur LinkedIn pour en savoir un peu plus effectivement sur les exemples qu'il pourrait avoir. Yes. Donc, suite au persona, donc dès qu'on a défini le persona, on passe à l'étape de l'écriture des différents messages et des objets. Voilà, juste quelques tips, enfin quelques règles importantes qui sont génériques mais qu'on doit forcément en tenir compte, c'est que voilà, l'objet pour avoir un bon taux d'ouverture, forcément il faut des choses qui donnent envie d'ouvrir le mail, et il faut surtout éviter le ton marketing, c'est-à-dire si on met un objet, voilà, les 10 points clés pour avoir 100% de closing sur un client, voilà, on sait que c'est un objet qui est trop marketing, qui est trop vendeur, et ça fait, excusez-moi du terme, mais un peu un objet un putaclic. Au niveau du corps du mail, ce qui est important à retenir, c'est que la première règle, il faut surtout pas parler de soi, mais enfin, on peut en parler, mais très peu, mais on va surtout parler de la personne, vraiment s'intéresser à la personne, parce que l'humain est fait que on aime parler de soi, et donc pour intéresser la personne, il faut qu'on mette en valeur la personne et qu'on s'intéresse à cette personne. Deuxième règle, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cold mailing, il faut vraiment donner cette impression que le mail a été écrit spécifiquement pour la personne. On aura plus tendance à répondre au mail si on sait que la personne a pris du mal pour nous envoyer un message. Est-ce que c'est clair pour vous? J'ai trouvé cette slide. Alors, oui. Il y a juste une question sur est-ce que tu donneras un exemple d'objet de mail par la suite? Yes. Okay. Ah oui, moi je ne l'ai pas mise là, mais oui, je peux vous en donner. Ça peut être le classique, ça va être échange, un café. Mais effectivement, je pourrais vous donner une liste de différents objets. Effectivement, n'hésitez pas à revenir vers moi sur LinkedIn. Je peux vous envoyer ça. Ouais. C'est vrai que je n'ai pas pensé à le mettre sur le PowerPoint. Ouais. Juste une slide que j'ai trouvé quand même pertinente et que dans la globalité c'est plutôt juste. En fait, voilà, c'est les différents points, par exemple, si on mettait le prénom dans l'objet, ça enlève 14% de chances que le prospect ouvre le mail. Voilà, ce sont des choses qui sont quand même plutôt justes, même s'il faut prendre certaines choses avec des pincettes, mais globalement, ouais, c'est quand même plutôt juste. Donc, dans cette slide, si tu peux juste revenir, dans cette slide, ce qu'on voit, c'est, alors vous aurez bien sûr le PowerPoint, que ce soit en replay ou après. Dans cette slide, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, il faut un nom dans l'objet, il faut la société qui soit visible, des caractères spéciaux, type des smileys, ça peut attirer. C'est plus ça, c'est comme ça qu'il faut le lire, effectivement, ce document. Exactement. C'est une question. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Oui, non, mais c'est ça, c'est ça. Je vous ai fait également une structure d'un message. Moi, tous mes messages que je fais, ça suit une logique qu'on appelle AIDA.
C'est-à-dire, c'est une méthode qui veut dire attention, intérêt, désir et action. Donc, moi, dans le premier paragraphe, je vais susciter l'attention de la personne. Donc là, je mets voilà cet email rapide, car ce week-end, j'ai pris le temps d'analyser le profil de l'entreprise sur LinkedIn. Et donc là, on va vraiment mettre de l'attention à la personne. On dit, ah bah tiens, on s'intéresse à elle. C'est là également où je me présente en général en tant que voilà, ingénieur commercial. C'est là où je me présente. Ensuite, il faut susciter l'intérêt. Là, susciter l'intérêt, ça peut passer, par exemple, ok, bah, je vous ai analysé. Ce qui peut être cool, c'est qu'il y a ça, et du coup, pour ça, j'ai mis un code promo, un code d'accès qui vous est dédié. Et ensuite, bien sûr, voilà, il y a le désir, c'est-à-dire que c'est là où on va mettre notre valeur ajoutée. C'est alors vous n'hésitez pas si je suis pas assez clair, parce que c'est que moi je suis quand même dans mon monde et pour moi ça peut paraître clair, mais si pour vous c'est pas clair, vous n'hésitez pas à m'interpeller. Et ensuite on a l'action, donc ce qu'on appelle le call to action, c'est engager très rapidement la personne à en général une discussion téléphonique. Certaines personnes font une connexion directement sur leur calendrier pour prendre rendez-vous. Moi en général effectivement je propose un rendez-vous de 10-15 minutes voilà, pour échanger sur le sujet. Et le dernier point, un mail, ça se lit, quand on le lit, on le lit du début à la fin et je mets souvent un PS. Et le PS, ça peut être par exemple un livre blanc qu'on peut mettre à disposition. Est-ce qu'il y a des questions? Pour l'instant, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas? Ok, je passe à... Ça a l'air d'être clair. La slide suivante. Alors, petit cadeau, je n'avais pas prévu également de le mettre sur le slide, mais c'est au niveau de la relance, ce qui est quand même très important, c'est ce que j'appelle c'est l'art de la relance. Quelques phrases que vous ne retrouverez pas forcément sur Internet, mais ce sont des phrases que je trouve pertinentes et que j'ai essayé et qui marchent quand même plutôt pas mal au niveau des relances. Mais quelques mots dans la relance, qu'est-ce qu'il faut mettre dans cette relance? Le contexte, le dernier mail qu'on a envoyé au prospect, on rappelle la problématique ou l'enjeu du prospect auquel on veut répondre, et toujours à la fin un call to action pour engager rapidement une relation, un contact avec la personne. Je vais passer également aux outils maintenant sur, par exemple, comment on construit sa base de données. Donc aujourd'hui, sur le marché, il y a quand même beaucoup d'outils pour pouvoir construire sa base de données. Moi, personnellement, j'utilise Duxoup qui va être relié à 16 navigateurs. Donc, comment ça marche? Moi, j'ai 16 navigateurs. Je construis ma base de données, c'est-à-dire je segmente ma cible. Je veux les directeurs financiers, je veux d'une taille de 0 à 100 salariés. Et Duxoup, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va aller visiter les profils de LinkedIn et ça va collecter les données. Et quand je dis collecter les données, ça va être le nom, le prénom, ça va être son titre LinkedIn, ça va être également l'activité qu'il a sur LinkedIn, ça peut être les posts qu'il a aimés, les groupes. Enfin là, on peut vraiment aller très très loin dans la collecte de données. J'ai pas vu de limite encore moi aujourd'hui sur ce que je voulais scraper. Et pourquoi? En fait, tout simplement, toujours pour personnaliser, pour pouvoir rebondir, pour dire monsieur Jacques, j'ai vu que vous avez aimé ce post. On peut vraiment rebondir sur pas mal de points. Dès qu'on a scrapé toutes ces données, je vais avoir des questions. Je vais avoir juste des questions avant que tu passes à Drop Contact. Oui, Duxoup, c'est pareil que Prospecting, ça fait partie des nombreux outils qui permettent de collecter en tout cas une partie de la donnée sur LinkedIn pour effectivement nous permettre de personnaliser nos emails, d'accord, pour faire les liens et trouver des points communs. Geoffrey demandait, tu parles de B2B, est-ce que tu as des recos pour le B2C? Car lui, il est dans le conseil en gestion de patrimoine. Là, ça serait sur du Facebook.
Ah ouais, non, là vraiment, je suis vraiment pas B2C. Peut-être que toi, Jean-François, t'as des tips, mais Alors, j'en ai, mais ça fait carrément office d'une autre conférence, Geoffrey, pour répondre vraiment à cette question parce que c'est très, 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 très différent. Très, très ouais, différent. Donc là, je ne c'est deux pourrais mondes pas répondre à différents, cette question. B2C, hein, ouais. C'est vraiment, vraiment deux mondes différents et des méthodes qu'on peut appliquer dans B2C, B2B, mais c'est pas la même logique. Donc moi, effectivement, j'aurais peur de te dire des bêtises parce que je suis pas du tout expert dans ce domaine-là. Et Est-ce oui, qu'il y avait d'autres questions, comme dit Jean-François? Geoffrey, pardon, William, Geoffrey, tu peux effectivement faire de la prospection B2C sur LinkedIn. Effectivement. Tu peux le faire, c'est juste différent les messages. Combien par mois pour DuckSoup? Si tu as le prix en tête. C'est 50 € par mois, je crois. Ok. Ok, ça marche. De toute façon, c'est sur le site, vous pouvez retrouver ça. Et pareil, les outils, William en parlait sur la dernière conférence, sur la deuxième conférence, effectivement, sur les outils. Donc, il y en a plein. Faut aller sur le site et les tester. Alors, c'est à la portée de tout le monde, hein. C'est très facile à maîtriser, quoi. Sous les yeux, Maïlis, elle est à 36 € par mois. Donc, ça doit être dans ces eaux-là, effectivement. Sachant que je crois que Prospectine est à 20 € tous les 3 mois, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Je crois. J'ai peur de me tromper parce que ces chiffres, on les a plus en tête, mais voilà. D'ailleurs, Rome, sur l'ensemble des outils, toi, tu utilises Phantom Buster, DuckSoup et Drop Contact. Tu utilises Alors moi, quoi? j'utilise DuckSoup, Drop Contact, Lemlist, Pipedrive pour la CRM, et voilà. Ok. Et ça te fait combien Et en j'en ai tout? pour 200, ça fait 250 € par mois et 16 navigateurs, hein, bien évidemment. Ouais, je crois 250 ou 300 €, quelque chose comme ça, pas dans ces environs-là. D'accord. Donc, grosso modo, pour un ensemble d'outils, comprenant un CRM, comprenant effectivement la partie payante de LinkedIn, on est sur du 250 €, 300 € par mois pour prospecter de manière, je dirais, quali, quoi. Vraiment, on est au top niveau, hein. Ouais, Sur c'est ça, ça. on a tous ces outils, on peut y aller tranquille. Voilà, on est hyper quali sans être acharné sur des clients à faire que LinkedIn, quoi. C'est ça. Je Bon, te laisse après, continuer. là, c'est la Rolls. Après, si on veut, là, si pour vous 300 € c'est trop cher, on peut juste prendre quelques outils, ça marche aussi, hein. Moi, c'est juste que bah, je voulais vraiment tout automatiser. Après, si vous n'avez pas forcément le budget, bah, avoir un DuckSoup ou un Prospecting pour avoir les données et les listes, voilà, ça suffit. Et Drop Contact pour enrichir. Mais moi, c'est juste que voilà, j'ai vraiment voulu tout automatiser. S'il n'y a pas de questions, je vous parle de Drop Contact. J'en ai une autre. Oui. DuckSoup et Drop Contact, ça reconstitue les emails. On est d'accord? Alors, DuckSoup ne va pas constituer les emails, ça va scraper les données et ensuite c'est Drop Contact justement, donc qui va enrichir le numéro de téléphone, qui va enrichir le site web, et l'email. C'est Drop Contact qui va faire ça. Alors, en fait, si j'ai bien compris, pour que ce soit clair pour tout le monde, Drop Ouais, Contact, avec les informations qu'on va sortir de LinkedIn, on va utiliser dans Drop Contact le nom, prénom et l'entreprise de la personne qu'on aura forcément ouais, sur c'est ça. LinkedIn. Et Drop Ouais, Contact va aller chercher, en tout cas, les données qu'il va essayer de reconstituer sur Internet. Il va essayer de c'est retrouver ça. les mails. C'est ça sur Exactement. exemple, si vous avez un site Internet où il y a le mail apparent et que Drop Contact trouve effectivement nom, prénom plus l'entreprise, nom, prénom Jean-François Manière et l'entreprise dans laquelle je suis, il va se dire, il va faire le lien, il va dire, bah voilà, l'email qui est là, c'est sûrement le sien. C'était un peu la question aussi de William qui disait est-ce que DocSoup et Drop Contact, surtout Drop Contact, arrivent à trouver les données exactes, toutes les Alors, données exactes? non. Moi personnellement, mon retour, imaginons qu'on scrape 100 personnes. Sur les 100 personnes, Drop Contact va trouver, je dirais, 60% des contacts. Et sur ces 60%, je dirais qu'il y a encore la moitié qu'on va perdre parce que le mail n'est pas bon. Mais ouais, il y a quand même une grosse perdition. En Mais on a quand général, même un gros gain quand ouais, même déjà de base. ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ok. Par exemple, à titre informatif,
si je sors, par exemple, 1000 contacts de LinkedIn, en moyenne, hein, ce que j'avais de mon côté, hein, c'était, je ne sais pas si c'est une vraie moyenne, mais j'avais à peu près 25 mails qui sortaient. Avec Drop Contact, je m'en sors avec au moins la moitié, ce qui est déjà intéressant. Par contre, ça demande une vérification quand même à la mano. C'est pour ça que 100, 200, c'est possible. Sur 1000, c'est pas possible. C'est plus compliqué de faire à la mano. Et il existe, je sais, d'autres logiciels à côté de Drop Contact qui nous permet de retrouver encore d'autres mails. Il y a d'autres logiciels qui sont différents et qui vont rechercher dans d'autres bases de données les emails. Mais pareil, hein, ça fait une série de logiciels qui nous permet d'avoir tous les mails. Des fois, ça prend pas mal de temps. C'est ça. Mais après, voilà, Drop Contact, c'est aujourd'hui le logiciel, en tout cas, de référence pour l'enrichissement de bases de données. Je vais vous parler maintenant de la séquence d'emailing. Donc, justement, après avoir construit notre base de données, avoir fait les messages, il faut penser à la séquence d'email, c'est-à-dire combien de mails j'envoie. Et je vous en parlerai un peu plus tard, mais effectivement, sur cet email-là, enfin, sur cette slide-là, je vais vous parler un peu plus tard, effectivement, de combien de mails il faut envoyer. Et donc, la séquence d'email, c'est j'envoie tel mail tel jour, et 3 jours plus tard, je fais une relance. Moi, en général, effectivement, j'envoie entre 4 et 5 mails, enfin, tout dépend de ma cible. Et je mets des hard touch et des soft touch. Alors, qu'est-ce que c'est? Les soft touch, moi, j'allie LinkedIn et l'envoi de mails. Donc, le soft touch, ça va être la visite du profil LinkedIn et un hard touch, ça va être soit un envoi de messages sur LinkedIn, soit un envoi de messages par email. Et pourquoi il faut mettre des soft touch? Ben, tout simplement, c'est que il faut qu'on reste dans l'esprit du prospect. C'est-à-dire que moi, sur ma séquence, par exemple, donc la première étape, c'est visite du profil LinkedIn. Un jour plus tard, j'envoie un mail. 2 jours plus tard, j'envoie une invitation LinkedIn. Ensuite, 2 jours plus tard, j'envoie un mail. 3 jours plus tard, je fais une visite. Voilà, vraiment, je reste dans l'esprit du prospect. Bon, mais non, faut faire attention à pas non plus harceler la personne, c'est pas le but. Mais en tout cas, avec les listes, c'est le logiciel que j'utilise. C'est vrai qu'on va pouvoir faire du LinkedIn et de l'email, et ce qui est plutôt bien. Sur cette slide, également, donc, c'est une slide que j'ai trouvée sur SlideTrade, ce qui est globalement juste. Hein, en fait, ce sont tout simplement en fonction du nombre de relances, le pourcentage de réponses qu'on va avoir. Donc, finalement, plus on envoie de mails, forcément, plus on aura de réponses. Moi, comme je dis, j'envoie entre 4 et 5 mails. Et moi, j'arrive à avoir aujourd'hui entre 30 à 40% de taux de réponse. Alors, si tu peux rester sur cette slide, Rome, il me semble que William, ça répond à peu près à ta question. La première question qui était posée, c'était as-tu un chiffre par rapport au temps moyen de conversion et ou le nombre d'emails nécessaires pour une conversion? Ça répond globalement à ta question, qui est qu'effectivement, on a un taux de réponse par rapport aux relances qui reste dans les 15 et ça diminue effectivement. Je mets un petit plus sur ça. Top. Super, William. C'est que moi, par exemple, sur les séquences de prospection, je suis à 4 emails et c'est souvent au 4e email que ça me répond parce que j'ai un email qui est ceci est mon dernier message. Et ça va créer en fait un sentiment que je vais passer à côté, enfin que le prospect va passer à côté d'une opportunité. Donc souvent, je sais pas pourquoi, j'ai découvert en le faisant que j'avais des réponses, mais à partir du dernier message. Parce que l'opportunité passait pour le prospect. Et du coup, ça créait un sentiment d'urgence et c'est là où il me répondait. Et je crois que Rome, effectivement, tu avais partagé cette expérience à ce niveau-là. Et j'aurais aussi aimé que tu partages effectivement ton expérience, que je sais que tu vas au-delà effectivement des mails. Oui, effectivement. Effectivement, j'en ai pas parlé. Après cette séquence, en fait, moi, j'appelle tout simplement et j'ai fait une expérience qui était quand même, je m'attendais pas du tout à ces résultats-là. C'est que, en fait, j'appelle tout le monde, c'est-à-dire même ceux qui m'ont répondu de façon négative. En fait, je les appelle et je dis bonjour, voilà, je m'appelle Rome, je vous envoie un mail il y a quelques jours. Je voulais vous remercier d'avoir pris le temps de me répondre, ça m'a fait plaisir. Et dans 99% des cas, déjà, on entend le sourire de la personne
et ils sont ouverts ensuite à discuter pour prospecter sur d'autres points. Donc j'attaquais sur un point et puis après je prospectais sur tous les autres services que moi je vends, et c'est comme ça effectivement moi j'ai pu avoir d'autres projets autres que ceux pourquoi je les avais contactés au premier abord. Je rebondis dessus, ça peut être intéressant effectivement d'avoir cette stratégie derrière qui est d'avoir d'autres produits à vendre. C'est-à-dire que vous arrivez, vous enclenchez effectivement une discussion par rapport à un thème, un sujet, mais que vous pouvez rebondir sur un autre sujet et d'autres projets à côté. Donc, si vous avez plusieurs choses effectivement à communiquer à votre cible, ça peut être le bon moment après cette conversation. Je sais que, par exemple, Rome a eu plusieurs projets secondaires par rapport à sa première demande qui lui a permis d'aller, en fait, d'avoir un client, mais sur d'autres projets. Et ça peut être très intéressant à prendre en compte dans la stratégie commerciale. C'est ça, exactement. La dernière étape, c'est tout simplement l'analyse de nos résultats et le monitoring, l'améliorer, c'est-à-dire que dès qu'on envoie nos séquences, il va falloir voir si on a un bon taux de réponse, un bon taux d'ouverture et un bon taux de réponse. Donc on va pouvoir faire ce qu'on appelle de l'A/B testing. Donc par exemple, on peut envoyer une séquence mail avec bonjour et l'autre séquence mail avec l'objet au revoir, et on voit quel est le meilleur taux d'ouverture. Pareil avec ce qu'on appelle le pain point, la problématique, l'enjeu qu'on résout pour le prospect, ça va être grâce à moi vous avez 100 clients, grâce à moi vous avez 200 clients. On peut tester différents points, et grâce à ça ensuite il faut tout le temps améliorer sa séquence. Et donc les KPI qu'il faut tenir compte, donc c'est taux d'ouverture, taux de réponse et les taux de clic. Parce que si vous souhaitez mettre des liens, des infographies, etc., ou des vidéos même, parce que moi j'envoie aussi des vidéos dans les listes, et on voit quel est le taux d'ouverture, et il faut améliorer à chaque fois les résultats. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Je ne vois rien passer pour l'instant. Ok. On va passer à la dernière partie, c'est la partie RGPD, parce que comme vous le savez tous, depuis 2018, il y a le RGPD qui est passé. Le principe, c'est d'informer la personne qu'on va utiliser son adresse électronique à des fins de prospection. Il faut être en mesure que la personne qu'on prospecte aussi plus tard puisse se désinscrire de façon simple et gratuite à nos séquences. Et il y a une exception à ça, c'est ce qu'on appelle l'intérêt légitime. C'est-à-dire que si le message publicitaire qu'on envoie à notre prospect, donc par exemple un directeur financier, on envoie un message publicitaire sur du reporting, des logiciels de trésorerie, on a le droit. Par contre, effectivement, si on envoie un message pour vendre des piscines, c'est pas toléré. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est pas toléré? Pourquoi c'est pas toléré? Tout simplement, c'est la CNIL qui le dit. C'est la loi en fait. Alors, la petite chose qui est intéressante à savoir, c'est qu'en fait, si l'objet de la sollicitation n'est pas en rapport avec la profession, en fait, on ne peut pas utiliser des mails normalement. Et c'est ça l'exception. C'est si c'est en rapport effectivement avec la profession, comme donné l'exemple Rome, on peut effectivement lui envoyer un mail en étant dans le RGPD. Sachant que ça doit être toujours un mail avec le nom de la société à la fin, et pas un orange.fr ou un SFR, etc. Ça, c'est pas, sauf si vous avez effectivement le consentement de la personne, vous ne pouvez pas envoyer sur du orange.fr ou du SFR ou autre mail de ce type. C'est la petite nuance. Et la différence, c'est pour ça que le mass mailing, c'est que en fait, le fait de faire un message personnalisé, en fait, la personne en général va juste répondre à notre mail et dans tous les cas ne va pas signaler à la CNIL, tiens, il m'a contacté. Mais en tout cas, dans tous les cas, il faut juste qu'il y ait un intérêt légitime, c'est-à-dire qu'il y a un rapport avec la profession. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le mass mailing tend à disparaître
Et surtout, ça devient de plus en plus strict au niveau des lois, et le mass mailing, si ça n'a pas un rapport